Bonjour à tous, bonjour Thierry Breton. Alors dans un instant, on reviendra justement sur ces pays qui essayent de contourner un petit peu les sanctions prises à l'égard de la Russie. D'abord, un mot sur le G7 qui a débuté, ça y est, à Hiroshima au Japon. Est-ce que ça sert à quelque chose encore ce type de rendez-vous? Qu'est-ce qu'il faut en attendre? Qu'est-ce que vous en attendez? Bon, d'abord, le G7, ça a été créé, il faut s'en souvenir, comme une instance de dialogue entre les 7 économies les plus développées de la planète pour s'harmoniser d'un point de vue économique. C'est ça l'origine. L'origine était économique. Ça sert à quelque chose encore? Alors on voit que maintenant, et c'est une évolution qui suit, j'allais dire, hélas, les évolutions géopolitiques, on voit que maintenant, cette instance, elle est devenue une vraie instance également géopolitique, puisqu'au fond, de quoi va-t-on parler pendant ce week-end à Hiroshima? Essentiellement, évidemment, de la guerre en Ukraine, qui a été voulue par Vladimir Poutine. D'ailleurs, on apprend que le président Zelensky devrait se rendre même en personne sur place. Oui, je crois que c'est prévu, effectivement. Il va effectivement s'entretenir avec l'ensemble des 7 donc, membres du G7 pour évidemment parler, on le devine, du soutien qu'il demande à chacune de ces économies, à chacun de ces pays, et aussi, bien entendu, à l'Union européenne, qui assiste également au G7, donc un soutien militaire, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Alors justement, pour éviter le contournement des sanctions à l'égard de la Russie, par exemple, Axel de Tarlet le disait à l'instant, visiblement, il n'y a jamais eu autant d'importations de pétrole russe en Inde, et l'Inde le revend ensuite à d'autres pays, notamment en Europe. Est-ce qu'il faut des sanctions, par exemple, contre l'Inde et les pays qui pratiquent ce type de mesures? Alors, avant de parler de sanctions, il faut avoir des dialogues avec Josep Borrell, du reste, puisque Axel de Tarnet vient d'y faire allusion. Josep Borrell, qui est le haut représentant, c'est notre ministre des Affaires étrangères européen. Nous avons reçu une délégation indienne lundi et mardi, et effectivement, je peux vous le dire, au cours d'un déjeuner que nous tenions, Josep Borrell et moi-même, et les 3 ministres indiens, nous avons parlé de ces sujets. Vous les avez menacés? Non, on ne menace pas, on parle des sujets. On en est que là, l'Inde est également un grand partenaire. C'est efficace, franchement, ces sanctions, quand on voit que jamais les exportations de gaz russe n'ont été aussi importantes depuis le début de la guerre. On a l'impression que ça ne sert à rien, non? Alors vous savez, les sanctions, il y a 2 niveaux. Il y a d'abord les individus, il y a tous ceux qui contribuent, qui sont des acteurs, j'allais dire, directs ou indirects de cette guerre. Et on pense évidemment à tous ceux qui entourent Vladimir Poutine, en particulier les oligarques. Il est parfaitement normal, j'allais dire, vraiment, et le terme sanction est bien applicable et appliqué, que ces personnes ne viennent plus pavaner sur nos côtes dans leur yacht, par exemple. Et puis, il y a ensuite tout ce qui concerne le découplage économique avec la Russie. Car on sait que Vladimir Poutine n'a qu'un objectif depuis longtemps, c'est évidemment de diviser et d'affaiblir l'Union européenne. Il l'a fait du reste bien avant la guerre en Ukraine. Et ça, ce découplage, Axel de Tarlet vient d'en parler, c'était très important puisqu'il se servait de toutes nos dépendances vis-à-vis de la Russie comme d'une arme. Et j'allais me dire comme d'une arme quasiment de guerre. Et donc, personne ne pensait effectivement, il y a un an, que l'on pourrait finalement s'extraire de cette dépendance très forte aux hydrocarbures russes. On l'a fait, mais il faut continuer à le faire dans beaucoup de domaines. Et puis c'est vrai aussi qu'aujourd'hui, il y a des activités qui sont très nécessaires. On pense en particulier aux technologies, aux semi-conducteurs, à la Russie. Il me semble parfaitement légitime que celles qui servent notamment à des applications militaires soient interdites. C'est le cas des sanctions. Le président Zelensky va à nouveau probablement demander aux membres du G7 des armes. Est-ce que vous jugez, en quelques mots, qu'il faut lui donner des avions de chasse? Oui ou non? Alors ça c'est une décision qui appartient aux États membres. C'est très important de le comprendre. En ce qui concerne l'Union européenne désormais se coordonne mutuellement, et c'est un progrès énorme, toutes choses étant égales par ailleurs, comme on a su le faire vous êtes favorable? crises. Mais moi, je n'ai pas à être favorable ou pas favorable. Moi, je suis un exécutif européen et donc j'exécute les décisions européennes qui sont maintenant très importantes. C'est pour les munitions. Alors justement, sur les munitions, on sait que le problème, c'est qu'il faut à la fois donner plus d'armes à l'Ukraine et en même temps reconstituer les stocks. Bien sûr, parce que comment faire malheureusement... Et quel est l'objectif de création, de production de munitions? D'abord, bien sûr, parce que malheureusement, et on sait que il y a une ligne de front très large, et tous les jours, évidemment, des obus, c'est la guerre. Hein. Donc, hélas, donc des obus sont tirés des 2 côtés. Comment produire davantage? Et donc, pour l'Ukraine, ce qui est absolument essentiel, c'est évidemment de pouvoir avoir accès à ces munitions. Et l'Union européenne s'est engagée, donc avec l'ensemble des États membres, à fournir
dans l'année qui vient plus d'1 million de ces obus, mais aussi à reconstituer nos capacités de production de ces armes, de ces munitions. Et dans ce contexte, j'ai effectué un tour des 15 États membres qui disposent encore de cette capacité pour voir comment on pouvait faire pour monter très significativement et rapidement notre capacité de production. Parce que vous savez, ce qui se passe en Ukraine, on parle beaucoup évidemment d'une offensive peut-être à venir. On en parle, elle est peut-être même annoncée. On ne sait pas quand, évidemment. Mais ce qui est très important, c'est que, effectivement, nous puissions répondre aux besoins, aux demandes de M. Zelensky, du président Zelensky. Parce que c'est de ça dont dépendra la capacité ou non de commencer à entamer des négociations de paix. Thierry Breton, vous étiez hier au Festival de Cannes, dont l'un des partenaires est notamment le chinois TikTok, dont on entend beaucoup parler, parce qu'il y a des gros points d'interrogation autour de l'utilisation des données par TikTok. Est-ce que vous jugez que c'est une erreur d'avoir un partenariat avec TikTok ? Bon, d'abord, moi, je n'ai pas apporté de jugement, mais je peux vous dire qu'effectivement, à Cannes, tout le monde en parlait. Alors, si tout le monde en parlait, c'est qu'il y a peut-être un sujet. Mais moi, vous savez, je suis le régulateur. C'est moi qui vais faire appliquer la loi, notre nouvelle loi européenne. Et vous dites quoi alors ? Attention. Qui va s'appliquer à partir du 25 août auprès des grandes plateformes. On a désigné donc 19 grandes plateformes qui vont être soumises désormais à la loi européenne. Ça veut dire pour nos téléspectateurs plus de contrôle évidemment de ces plateformes. Ça veut dire arrêter le harcèlement. Ça veut dire arrêter les fake news. Ça veut dire tout ce que l'on a interdit dans l'espace physique doit être désormais interdit également dans l'espace en ligne. Vous dites quoi à ces grands événements ? Et on sait, et je vais revenir, si vous permettez une seconde, et on sait que beaucoup de ces plateformes ne sont pas encore en conformité avec cette loi. Et donc, voilà, moi, ce que je dis à toutes les plateformes, c'est qu'elles ont maintenant 2 mois pour se mettre en conformité. J'ai eu du reste des entretiens avec le directeur général de TikTok. Je lui ai dit qu'à cette heure, il y avait encore beaucoup de points d'amélioration pour avoir plus de modération de contenu, pour éviter les débordements, pour garantir l'usage des données, et notamment celles de nos enfants. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc, prudence à ceux qui nouent des partenariats. Donc, on le sait, nous avons pris nous-mêmes la décision, la Commission européenne, d'interdire désormais à l'ensemble des fonctionnaires de la Commission d'utiliser TikTok, et on a des raisons pour cela. Voilà, donc j'ai demandé du reste. J'ai proposé, plus précisément, à chacune des grandes plateformes de procéder à des audits en blanc pour pouvoir le faire, d'aller même dans leur siège social pour pouvoir le faire, avec des équipes spécialisées que nous avons recrutées à cet effet. Vous avez dit oui ? Pour l'instant, nous sommes en attente. En revanche, Twitter m'a dit oui, et je compte me rendre à San Francisco, au siège de Twitter, pour procéder donc aux premiers audits en blanc, avant que la loi ne soit appliquée dès le 25 août. Thierry Breton, est-ce qu'il faut faire, je cite, une pause réglementaire sur les normes environnementales ? C'est ce qu'a demandé Emmanuel Macron, qui veut qu'il y ait d'abord et avant tout désormais de la visibilité, notamment pour les industriels. Oui ou non à une pause réglementaire ? Non, mais le président de la République a raison. On a mis en place d'abord une ambition, une vision. C'est d'être le premier continent totalement décarboné à l'horizon 2050. Et pour ce faire, un certain nombre de lois ont été votées et vont s'appliquer dans l'ensemble des États membres. Maintenant, il faut les appliquer. Il faut évidemment que les entreprises... Vous savez, c'est une transition, c'est sans doute la plus grande transition industrielle à laquelle nous avons à faire face. Je pense en particulier au secteur de l'automobile, mais pas que. Il faut maintenant que les industriels s'approprient ces changements et les mettent en place. Donc, je pense qu'effectivement, c'est tout à fait non seulement légitime, mais nécessaire de se donner maintenant le temps de l'application. Ça ne veut pas dire pour autant que, évidemment, on ne va pas continuer à faire ce qu'il faut faire. Mais c'est pour être sûr que cet objectif de 2050, plus d'émissions de carbone sur le continent européen, soit atteint, qu'il faut maintenant se consacrer à l'exécution. C'est ce que le président de la République a certainement voulu dire. J'étais du reste là à l'Élysée lorsqu'il l'a dit. Emmanuel Macron qui a aussi annoncé et promis une baisse d'impôts de 2 milliards d'euros pour les classes moyennes. En quelques mots, c'est compatible avec les objectifs de réduction de la dette demandés par la Commission européenne ? Au moment où il y a une réduction d'impôts, et je pense que toutes les réductions, quand on voit le niveau d'imposition de la France par rapport aux autres pays, il me semble que ça va dans le bon sens. Et bien sûr, les
baisses d'impôts doivent être compensées. Donc, il faudra voir ce qu'il y a en face. En quelques mots, dans un an, ce sera le 9 juin en France, il y aura les élections européennes. Vous êtes l'un des commissaires européens probablement les plus en vue. Il y a eu la question des vaccins, il y a désormais évidemment cette question du numérique. Il y a eu de l'énergie aussi. Il y a eu effectivement l'énergie, on en parlait il y a quelques instants. Est-ce que vous avez l'ambition de présider la Commission européenne dans les prochaines années? Non, je ne me pose pas cette question. On a une très bonne présidente. On va voir ce qu'elle va faire. Elle réserve sa décision comme elle l'a dit. Merci beaucoup Thierry Breton. Pas encore candidat en tout cas à la Commission européenne, pourtant j'aurais essayé.